مع جيزي. عيش الحماس والإثارة لحساب أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة. « 22h, heure universelle, 23h, heure d'Alger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro de Vers le Mondial qui s'intéresse à toute l'actualité de ce Mondial 2026. Pour m'accompagner ce soir, nos consultants maison, nos spécialistes football, à commencer par mon côté droit, Karim Atmor, bonsoir. Bonsoir. Fad Larouchia est à ma gauche, bonsoir Karim. Bonsoir Mohamed. Le meilleur pour la fin, notre gentleman, le plus gentil d'entre nous. Non, il a bien dit. Ça change de. Non, attends, il a bien dit pour la fin. D'accord. Merci Mohamed. Bonsoir. On peut recommencer. Bonsoir Khadija. Alors mesdames et messieurs, bonsoir une nouvelle fois. Alors c'est le mondial de la démesure qui commencera ce jeudi avec un premier match du premier pays organisateur, le Mexique, qui va affronter l'Afrique du Sud qui jouera son deuxième match d'ouverture de son histoire après celui joué en 2010, la Coupe d'Afrique, rappelez-vous, qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Bon, le mondial de la démesure, pour la première fois de l'histoire du football mondial, qu'une Coupe du Monde se déroule avec 48 nations, 10 équipes africaines participeront à ce mondial, et ça donnera 12 groupes de 4 équipes. Les 24 se qualifieront, les 24 premiers, les 2 de chaque groupe, 24 se qualifieront au prochain tour. Ajoutez à cela 8 équipes de la meilleure troisième place qui se qualifieront et qui accompagneront les 24 autres au prochain tour. Donc, messieurs, il y aura un tour de plus, les 16e de finale. Il y aura pratiquement 4 équipes nouvelles. La première participation au mondial, il s'agit de l'Ouzbékistan, de Curaçao, de Jamel, et il y aura aussi la Jordanie, et il y aura le Cap-Vert. Allez-y, Jamel. J'ai dit, on ne sait même pas où ça se trouve. Et exactement, et justement, c'est ça, c'est la beauté du football. Ouais. Quelque part, ça nous permet aussi de peaufiner un peu de notre géographie. J'entendais parler de Curaçao, mais je ne savais pas que c'était carrément une fédération. En fait, Curaçao, c'est au nord du Venezuela, et c'est une équipe qui a quand même pu décrocher un billet, et pas n'importe quel billet, pour le mondial. Ils ont dit pas n'importe quoi. Contre le Guatemala. Alors messieurs, premier match de la sélection algérienne à ce mondial. Elle est prévue bien évidemment dans pratiquement 10 jours. Premier match face à l'Argentine, et déjà une première mauvaise information pour cette sélection argentine, puisque le défenseur de l'Olympique de Marseille, Balerdi, s'est blessé aujourd'hui, donc il quitte ses coéquipiers. C'est un moment très, très, très difficile, cette transition entre la préparation et le début du mondial, c'est très risqué. N'importe quel joueur risque une blessure. Oui, malheureusement pour lui, mais ouais, ça fait partie des aléas. Tant qu'on n'est pas entré dans la compétition, ils ne sont pas à l'abri d'une blessure. Après, l'équipe d'Argentine, elle ne se résume pas à Balerdi. Je pense qu'ils ont des joueurs... On parle de blessures. Ouais, donc oui, c'est regrettable pour lui. Rater une Coupe du Monde si près du but, ça fait mal, mais après, ça fait partie du métier. Jamal ? Eh oui, mais bon, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Argentine, peut-être une bonne nouvelle aussi pour nous. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Lorsqu'une équipe est amoindrie, quand on doit l'affronter, on doit l'affronter. Peut-être que ce n'est pas fair play de ma part, mais toujours est-il que c'est une vérité absolue. Je souhaite que sa blessure ne soit pas très grave pour la suite de sa carrière. C'est vrai que rater un mondial, c'est pas facile. Hein. Lorsqu'on se prépare, on fait des sacrifices et tout. Mais je pense que ça va être un peu dur pour lui et pour l'équipe d'Argentine aussi. Jamel m'a tendu la perche, justement. C'est le rêve de n'importe quel joueur professionnel d'être en sélection et surtout de participer à un tournoi majeur. Parce que
plus la Coupe du... c'est le dernier tournoi de la Coupe du Monde. Il y a peut-être la Coupe d'Afrique, il y a la Ligue des Champions d'Afrique, il y a la Ligue des Champions. Mais le sommet, le toit du football, c'est une Coupe du Monde. Bah, c'est le sommet à titre personnel parce que c'est représenter son pays, c'est quelque chose de particulier. Et c'est tous les 4 ans, c'est la rareté aussi. Donc ouais, pour lui, à titre personnel, bien sûr, naturellement, il doit être attristé. Après, l'équipe nationale d'Argentine, je pense qu'ils ont de quoi de le remplacer assez facilement. Donc voilà, mais aucune équipe est à l'abri, aucun joueur n'est à l'abri, c'est le foot, c'est le sport, tous les joueurs à l'entraînement peuvent se blesser. Cette fois-ci, il y a 26 joueurs sélectionnés par chaque sélection, donc il y a encore un peu plus de marge possible, et même jusqu'au début de la compétition, je crois qu'ils peuvent encore appeler des remplaçants ou des... Oui, maintenant ils peuvent. Avant le début de la compétition. Avant le début de la compétition, ils peuvent encore rappeler un autre pour rester encore les 26 avant. Donc voilà quoi. Il y a un joueur allemand qui est dans le même cas, hein, qui est pratiquement incertain pour la Coupe du Monde, il s'est blessé au cours de l'entraînement. Donc je parlais, Jamal, en prélude de la blessure de Balerdi côté jordanien. Il y a aussi l'attaquant jordanien, l'Argentin Balerdi, mais il y a un attaquant jordanien aussi, Ibrahim Sabra, qui a quitté ses coéquipiers aujourd'hui suite à une blessure. Et rappelons que la Jordanie, c'est sa première participation en Coupe du Monde. Dans un groupe où il y a l'Argentine, l'Algérie, l'Autriche qui revient en Coupe du Monde aussi depuis sa dernière participation, remonte quand même à 98 depuis le mondial de la France remporté par la France. Ouais, ça remonte. Si on continue dans le registre des blessures, je ne sais pas si ce joueur jordanien est aussi titulaire du 11. C'est quel joueur qui s'est blessé de la Jordanie? Pardon? Comment il s'appelle le joueur de la Jordanie qui s'est blessé? Le joueur s'appelle Ibrahim Sabara, c'est l'attaquant de... Je sais pas Sabra, si, il joue devant. C'est l'attaquant jordanien. Et puis avec la fin de saison, Karim, les blessures risquent de s'accumuler aussi. Oui. Aucun joueur n'est à l'abri, comme a dit Khaled. Et puis j'en parlais aussi en prélude de cette émission, c'est un mondial de la démesure. Vous êtes pour ou contre Juste pour revenir sur ce joueur de la Jordanie, c'est plus préjudiciable pour ce joueur-là, pour la Jordanie, d'une manière générale, que Balerdi pour l'Argentine. Parce que c'est un joueur qui jouait, en tout cas sur les derniers matchs de préparation, il a joué. Et en tout cas pour la Jordanie, c'est une équipe qui... sa force, c'est le collectif. C'était pas non plus une star. C'est pas une individualité qui arrive à faire la différence, à part le joueur qui joue à Rennes. Les autres, c'est plus un jeu d'équipe, une solidarité, et c'est sur cette combativité-là qui est leur fond, qui est leur énergie, et qui leur permet en fait d'avoir des résultats jusqu'à présent. Alors je vous disais, monsieur, une version, cette nouvelle Coupe du Monde, version 2026, avec 48 sélections. On a élargi à 12 groupes de 4, un tour de plus, pour ou contre. Qu'est-ce que ça va réellement apporter? Ça va donner l'occasion à quelques nations de participer, par exemple. C'est ce que j'allais dire, de découvrir. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un pays que ne sait pas où se situe Jamel. Donc oui, ça va permettre de découvrir certains pays, forcément. Mais après, voilà, c'est 48 équipes, c'est beaucoup, dans 3 pays différents. Donc en même temps, voilà, on va lui donner sa chance à cette nouvelle version. Ça va être la première fois aux États-Unis, au Mexique et au Canada. On fera le bilan après, je pense. Ça a permis aussi, Jamel, à l'Afrique de rafler quand même 10 places. Oui, 10 équipes. C'est énorme. Je ne pense pas que c'est un cadeau qu'on puisse faire pour l'Afrique, parce que les dernières Coupes du Monde ont montré que les équipes africaines quand même méritaient beaucoup plus que ce qu'ils avaient au départ. On était à 5, maintenant on est à 10. Je pense que c'est quelque chose de très légitime. Les équipes africaines ont montré de très grande disponibilité, de très grande... ils ont fait une avancée extraordinaire. On le voit d'ailleurs. Le meilleur exemple, la victoire de la Côte d'Ivoire sur l'équipe de France. Ça a été vraiment une gifle cinglante aux Français. Ouais, ça reste. C'est une belle victoire des. Une belle victoire, mais c'est une belle victoire des Ivoiriens face à ils la ont déjà. Il faut surtout pas s'enflammer, parce que le plus dur. Non, ils s'enflamment pas. Deschamps a dit qu'on nous a donné une claque au bon moment. Je pense que, et surtout qu'ils vont affronter le Sénégal, qui n'est pas n'importe quelle équipe, qui les a battus déjà auparavant en 2002. 2002, voilà.
Donc voilà, les équipes africaines ont fait ce qu'il fallait faire et ils ont mérité un petit peu cette augmentation du nombre. Et je pense que durant cette Coupe du Monde, certaines équipes africaines auront leur mot à dire. Bien sûr. Et comme vous savez, messieurs, que le football et la politique ne font pas bon ménage, toutes les tensions persistantes au Moyen-Orient et la guerre américano-sioniste enclenchée contre l'Iran a bien sûr engendré des retombées. On en avait parlé, on avait peur que cela arrive et finalement c'est arrivé. La sélection iranienne ça a été confirmé aujourd'hui par l'ambassadeur iranien à Mexico, au Mexique, que les Iraniens se déplaceront le jour du match, joueront leur match et retourneront au Mexique après le match. C'est du jamais vu, Jamal. Pour moi, c'est plus une décision de l'administration américaine que de la FIFA. Oui, mais la FIFA avait convenu avec l'Iran, avait convenu avec la FIFA de choisir un camp de base au Mexique. C'était convenu dès le départ. Ils ont établi leur camp de base à Tijuana, frontière avec les États-Unis. Pardon ? Ils ont établi leur camp de base à Tijuana, qui est frontalière aux États-Unis. C'est ça, mais c'est en territoire mexicain. Ouais. En territoire mexicain. Donc c'est pour ça que eux, ils avaient réclamé des visas, même pour des dirigeants, etc. Des gardiens de la Révolution, comme ils ont appelé. Certains ont même, c'est-à-dire ils ont porté cet uniforme, même certains joueurs. Donc ils ont demandé des visas, ça devait être accepté. Maintenant vous me dites que ça y est, c'est pratiquement, ils viennent, ils jouent, ils repartent. Il fallait s'y attendre un petit peu. Moi je pensais que l'Iran allait même déclarer forfait pour cette Coupe du Monde. Parce que je me demande dans quel environnement ils vont jouer. Ça peut vraiment perturber la préparation des joueurs mentalement, cette situation qui est. Moi, je trouve que c'est ou ça peut les galvaniser, ou ça peut les galvaniser aussi. Ça dépend de quelle heure ils jouent déjà. Ça peut les galvaniser comme ça peut les affecter parce que c'est une situation aberrante. Hein. On n'a jamais assisté à ce genre de situation. Se déplacer du Mexique, jouer un match, sachant qu'ils joueront 2 matchs à Los Angeles, un match à Seattle. Déjà la distance entre l'endroit le camp de base et là où ils jouent, et surtout l'heure. Ouais. À quelle heure ils jouent ? Est-ce qu'ils jouent en soirée ? Est-ce qu'ils jouent dans la journée ? Parce que c'est vrai que s'ils jouent dans la journée, c'est très préjudiciable. À quelle heure ils vont sortir ? Comment ils vont se préparer ? Ça va être très compliqué de préparer tout ça. Donc bien sûr que j'ai l'impression que c'est fait pour qu'ils fassent un tour et rentrent à la maison, quoi. Non, c'est pas le même cas, on n'est pas dans le même cas, mais en Afrique du Sud ou au Brésil, on a vécu ce genre de problème. Hein. Attention, tu joues dans une ville, et pour aller dans une autre ville, c'est un continent. Ouais, mais tu dois te déplacer. Jamais, tu parles la veille. Oui. Là, ils vont partir le jour même, parce qu'en fait, ils doivent rentrer le jour du match et sortir le jour du match. Quitter le territoire juste après le match, oui. Mais si ça a été confirmé par l'ambassadeur iranien au Mexique. Non, je ne pense pas que ça. Je pense qu'ils vont venir au moins la veille du match, au moins. Ah, d'accord. Je pense, oui. Sinon, il est en train de dire le contraire. Il est en train de dire que justement, ils doivent quitter le jour même. Ils doivent arriver et quitter le jour même. Si c'est ça, c'est ils doivent quitter après le match, peut-être, mais ils doivent venir avant le match. Mais Jamal, arriver la veille, je ne pense pas, puisque l'ambassadeur iranien l'a confirmé aujourd'hui, que les Iraniens joueront leur match. Non, ils vont refuser. Ils arriveront le jour du match et quitteront après le match. Ils n'ont pas le droit de dormir sur C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est aberrant. Ils n'auront même pas le temps de s'entraîner et s'acclimater avec la pelouse là où, sur laquelle ils joueront leur match. Je crois que ça va aller à comment dirais-je, un gros problème avec la FIFA. Je ne pense pas que la FIFA puisse accepter de telles choses. Donc ça aide d'intervenir alors. Oui, je pense, oui. Je pense que la FIFA va peser de son poids. Infantino, avec ses relations un peu avec Trump, pourra régler ce problème. J'espère que... En espérant qu'il n'y ait pas un déclenchement des hostilités au cours de cette Coupe du Monde. Voilà, c'est ça le plus important. Hein. Espérons qu'un match de football. Espérons que le fossé de ces tensions entre les États-Unis et l'Iran autour du détroit d'Ormuz et de la mer d'Oman n'affecte pas le mondial, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est exactement c'est le football, c'est cette compétition majeure, la deuxième plus suivie au monde après les Jeux Olympiques. Alors, on parlait des 48 sélections participantes à ce mondial.
La FIFA a opté pour d'autres, quelques retouches, quelques changements par rapport à l'arbitrage. Les pauses ont été de 3 minutes chaque mi-temps ont été maintenues. Les changements devront se faire en moins de 10 secondes, Khaled. Donc ils appliquent ça dès le mondial en fait. Toutes les nouvelles règles dont on a parlé hier, ils les appliquent dès le mondial. Ouais. Le changement à 10 secondes a été déjà appliqué en match amical. D'accord, ils le mettent en place. Et l'Écosse en a fait les frais. L'Écosse avait fait le changement avant-hier face au Japon. Le joueur a mis plus de 10 secondes pour sortir du terrain. Le remplaçant a été sanctionné d'1 minute. Les Japonais ont été quelque part intelligents. Ils ont maîtrisé le ballon. Ça leur a pris 4 minutes. Parce que du moment qu'il n'y a pas de sortie de ballon, le joueur ne peut pas rentrer. Il faut que le ballon quitte le terrain pour que le joueur puisse rentrer. Et au bout de la 5e minute, le Japon aurait marqué. Et aurait plié le match. Ils ont marqué Ah oui. Ils ont marqué, oui. C'est l'une des nouveautés, des nouveautés de ce mondial, Jamal. De toutes les manières. Pardon. Non, mais j'allais dire parce que il y avait déjà eu un petit peu ça par le passé, pendant la période du Covid, où quand il y avait un joueur qui devait être remplacé, il devait sortir sur la distance la plus proche, sur la sortie la plus proche du terrain. Donc en fait, ils remettent un peu ça en mettant un temps, 10 secondes. Alors après, ce qui va être l'arbitre exactement avec ces 10 secondes, je pense pas. Je pense que c'est une histoire de principe de favoriser le temps de jeu et de ne pas avoir des équipes qui gagnent du temps. Parce que surtout, s'il y a beaucoup plus de changements, que le joueur il se mette exprès à l'autre bout du terrain pour avoir 1 minute pour traverser tout le terrain. Et puis inhiber aussi les simulations aussi. Inhiber les simulations. Trop de joueurs simulent des blessures. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est à la fin du match, il y a des équipes qui gagnent du temps, comme ça, en faisant des changements. Pour aussi casser le rythme. Donc en fait, c'est pour histoire de ne pas casser le rythme, cette règle-là qui est mise en place. Après, il y a un truc qui est contradictoire. C'est qu'ils veulent gagner du temps dans le jeu, mais ils font des pauses fraîcheurs de 3 minutes par mi-temps. Ouais, mais après, ça casse le rythme aussi. De toutes les manières, les simulations sont sanctionnées par des cartons jaunes. Et s'il y a perte de temps, c'est la même chose pour le gardien de but. Il y a corner s'il ne dégage pas rapidement dans les 20 secondes, je pense. Donc c'est un corner pour l'équipe adverse. Alors que, mais tu as déjà vu ça appliqué? Tu l'as déjà vu appliquer ça une fois dans un match? Non, c'est maintenant qu'ils vont appliquer ça. Non, il y avait toujours les 6 secondes, il y avait toujours histoire de le garder un peu, mais ça il n'y a jamais. Non, mais maintenant c'est sanctionné par un corner. Je pense qu'ils vont être attentifs à ça. Mais après, moi, c'est sanctionné par un corner. Après, je trouve que c'est positif. Attention. Oui, mais je dis pas ça. Il y aura plus 93 minutes. Il y aura peut-être 102 ou 103 minutes de jeu. Le problème, il est là pour moi, c'est qu'en fait, on veut accélérer le jeu, mais on a quasiment créé 4 cartons. Donc après, ça dénature un peu le football. La pause fraîcheur, moi, elle me gêne. Qu'il la fasse en journée s'il fait très chaud, c'est normal. Mais les matchs en soirée ne devraient pas bénéficier d'une pause fraîcheur. Les joueurs sont préparés, ils sont mis dans les conditions pour pouvoir tenir 80 minutes, voire plus. La pause fraîcheur, moi, elle casse. Justement, ce point bien précis, ça a été énormément critiqué par un peu les observateurs, ceux qui suivent le football mondial. Et justement, ils reprochent à la FIFA d'avoir cédé quelque part au capitalisme, parce que là, c'est transformé carrément le mondial en un championnat d'NBA ou de Super Bowl. C'est ce que j'allais prendre l'exemple, Ahmed. Moi, j'aime beaucoup regarder la NBA, mais des matchs en fait, c'est 4 cartons de 12 minutes. Mais les matchs durent 3 heures. C'était au milieu. Les matchs durent 3 heures. Il y a 4 cartons de 12 minutes. Le match, en fait, de manière mathématique, il fait 48 minutes. Mais le show, il dure 3 heures. Donc, je veux dire, à un moment, voilà. Et là, ils sont en train d'aller vers ça. Tu as tout à fait raison quand tu dis que le business, les publicités, tout ça, en train de dénaturer le football. Bien sûr. Ouais. Les règles pour accélérer les 10 secondes, pour sortir, tout ça, moi je trouve que c'est positif. Ça donne du rythme au jeu. Ajouter à cela, mais les 5 secondes virtuelles sur touche. Il y a aussi les 5 secondes. Ça va dans le même sens, donner du rythme au jeu. Mais il y a une hypocrisie, c'est la pause fraîcheur au bout de 20 minutes. Donc oui, ils veulent donner du rythme au jeu, mais pendant 20 minutes, puis après pendant 3 minutes on s'arrête, puis on repart. Et si tu es dans une phase, toi en tant que joueur, ou en tant qu'équipe, ou en tant qu'entraîneur, quand tu es dans une phase de domination, et que tu arrêtes pour la fausse fraîcheur. Et tu penses que qu'est-ce qui compte le plus, le jeu ou le business? Là aujourd'hui, avec les 48 équipes, les pauses fraîcheurs qui sont en train de mettre des choses, le business a pris le pas. Le business a pris le pas. C'est mon avis.
Parce que pour décrypter aussi les 48 équipes, c'est pas pour faire plaisir aux 48 équipes, c'est pour vendre les droits de télé à 48 pays. Voilà, c'est En ça. plus. C'est ça ce qui se cache derrière. Au moins, les premières équipes vont rester un peu plus longtemps sur le terrain. Mais là, en fait, quand on analyse sur ça, les 48 équipes, on arrive au 16e après les 8e. Donc il y a les 16e qui se rajoutent. Donc réellement. 16e quart. Non, 16e, 8e 8e quart. 16e, 8e quart. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un tour en plus. Maintenant, Voilà. C'est un tour de plus, oui. si l'Algérie passe au second tour, En fait, est-ce qu'on peut considérer qu'on est passé au second tour ou bien Non, c'est quand ça on arrive en 8e. Comparé aux années précédentes, si on Voilà, compare c'est aux mieux. années précédentes, c'est les 8e Maintenant, qui font c'est- foi. oui. Donc passer le premier tour, en réalité, c'est arriver au 8e. Et en fait, les 16e, c'est quasiment comme des playoffs si on compare aux Comme si années on entamait précédentes. la compétition à partir 16e. des 16e. Et en fait, et aussi, c'est ça, je pense que ce qu'il faut aussi analyser sur tous les matchs de préparation, on a vu les grandes nations perdre les premiers matchs face à des équipes inférieures, c'est que dans leur préparation à elles, elles ne se préparent pas pour le premier tour. Elles se disent, bon, on a la compétition, il faut qu'on soit prêt à partir des matchs décisifs qui sont 8e quart, parce que c'est là les matchs au coup près. Donc il faut qu'on soit en forme là. Donc là, ils sont dans une préparation où ils sont au minimum de l'intensité pour pouvoir monter en puissance. Mais Il y aura plus de matchs. Hein. On est à 104 matchs par rapport à la précédente édition. On était, je pense, à 64. 64 au départ, tout au long maintenant, il y a du 98, tournoi. je C'est énorme. pense, C'est un pratiquement peu plus. 39 jours de compétition. Ouais, c'est long. Non, mais c'est toute une préparation. Je crois qu'il y a 104 matchs, je pense. 104 matchs, c'est énorme. 104 matchs. Oui, Ouais. on le voit entre les matchs par exemple, de notre équipe nationale, il y a une semaine quasiment entre. Alors avant que c'était beaucoup plus court, ils Ouais, enchaînaient trois plus jours. rapidement les matchs. Tandis que là, il y a 1 ou 2 jours de plus parce qu'il faut les caler les autres matchs entre. Et il faut justement là, gérer cette vie en groupe, parce que c'est un groupe pratiquement qui est ensemble 45 jusqu'à 50 jours, jusqu'à 60 jours. C'est pour ça que le choix, Il y a des sélections qui ont commencé bien avant. c'est pour ça que le choix des joueurs et le choix ne va pas porter uniquement sur le sportif, c'est un tout. On l'a parlé un peu, joueurs de cohésion, pour pouvoir justement bien vivre pendant toutes ces journées. Mais après, le fait qu'ils ont quasiment 5 jours ou 5 à 6 jours entre un match et l'autre, c'est positif. Ça permet à l'entraîneur de bien préparer, de bien récupérer après le match, de bien analyser aussi les points forts, les points faibles. Ça lui laisse le temps de rectifier. Donc ça reste positif selon moi. Mais après, c'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est long, la compétition va être très longue. C'est énorme. Dans quel état physique les équipes qui seront le plus frais, les plus près, iront au bout. Parce que c'est vrai que déjà à partir du 4e, 5e match, si on arrive en 8e, les jambes vont devenir lourdes. Ça, c'est sûr. Alors sur la pelouse de Kansas City, les Verts régleront une dernière fois leur mire face à la Bolivie. Après, je ne sais pas si je... Là, la question, le match, il n'est pas diffusé? Non, il ne sera pas diffusé. Le match se jouera à huis clos. Un match international, il n'y aura aucune image. Non, je ne pense pas qu'il y aura des images, parce que ça ne rime à rien. Ils jouent dans le camp de base. S'ils avaient joué dans un autre stade, hors que leur camp de base, je pense que le match aurait été peut-être télévisé, mais maintenant, non, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Hein. Peut-être qu'on aura... Parce que ça ne Ça n'a pas rime été à rien. confirmé par la Fédé? Non, rien n'a été confirmé jusqu'à l'heure actuelle. D'accord. Mais je pense qu'il ne sera pas télévisé, hein, je pense. Alors, je disais, Jamal, que Petkovic réglera une dernière fois à la mire avant l'entame de la compétition face à l'Argentine, face à cette équipe bolivienne. Et ce soir, la Bolivie vient de perdre 4-0 face à l'Écosse. J'espère qu'on n'est pas face au Honduras bis, Jamal. Oui, bon, moi je pense que c'est des équipes vraiment à la portée de l'équipe d'Algérie. Moi, c'est l'équipe de la Bolivie qu'on a vue ici, lors d'un tournoi qui s'est déroulé, on les a battus 3-2, ici à Alger. C'était le début, l'équipe nationale était en pleine restructuration. Maintenant, entre-temps, les Boliviens ont fait un bon parcours quand même, parce qu'ils ont été éliminés en barrage seulement, contre l'Ouzbékistan, je pense. Donc c'est pour ça... Non, pas contre l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan s'était qualifié directement par la Jamaïque, je pense. La Jamaïque. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une équipe à notre portée. Ça va être une revue d'effectifs pour l'équipe d'Algérie. Il va mettre en place le dispositif et les joueurs qui vont évoluer ce jour-là et qui seront prêts pour le match une semaine après contre l'Argentine.
Oui, je pense après, c'est juste pour garder un peu, maintenir un peu la forme des joueurs avant le début de la Peut-être qu'il va compétition, donner un parce peu de que temps de jeu. Peut-être qu'il va donner un peu de temps de jeu à d'autres joueurs qu'on n'a pas vu contre le Titraoui, le jeu les de Gémis. le jeu de la Bolivie est extrêmement à l'opposé du jeu de l'Argentine. Il n'y a pas photo. Déjà. Après, je pense que c'est pas l'adversaire qui va être important, c'est ce que notre équipe va essayer de mettre en place. Je pense que si maintenant les dires de Jamel, le fait qu'il joue à huis clos, ça va lui permettre de mettre quasiment Mais là, tu son mets 11 rien en type. place. Hein, Je dis là, tu mets rien en place, tu n'auras pas d'adversité. ouais, exactement. Puis en plus, tu peux mettre ça sans la lumière des caméras. Donc, Parce que juste pour se rendre compte, la Bolivie, si on prend la valeur marchande de tous les joueurs de la Bolivie, sur l'un des sites connus qui s'appelle Transfermarkt, c'est 18 millions d'euros. Amoura, il vaut plus que toute l'équipe adverse. Alors Maza, on en parle. Oui, voilà. Alors, messieurs, on va rester sur notre dernière idée. On va marquer une courte pause et on revient. Restez. On est de retour, mesdames, messieurs, pour cette deuxième partie de Vers le Mondial. On en parlait il y a quelques instants avant la pause de publicité de ce match amical, le dernier match pour que Petkovic puisse régler ce qu'il a réglé, des réglages de dernière minute, avant d'affronter l'ogre argentin, qu'on le veut ou non. C'est la sélection la plus rodée de Plus que de régler, c'est de s'adapter aux conditions climatiques là-bas. Et aussi l'horaire. Et la pelouse aussi. La pelouse, ça aussi, mais c'est surtout que le corps, biologiquement, on s'adapte en plein milieu de la nuit. Parce que d'habitude, le corps, il dort à cette heure-ci pour tous les joueurs qui sont là. Même nous, on va devoir se réveiller. Notre corps, il doit s'adapter à devoir être performant pendant un autre moment. Parce que je dirais, il y a des routines. Par exemple, en club, quand on joue le soir à 20h, on aime bien les veilles s'entraîner aussi à 20h. Quand on joue l'après-midi, à l'horaire auquel on a le match, on aime bien s'entraîner. Donc là, ils vont jouer à 2h, 3h du matin contre l'Argentine. Donc ils ont besoin de s'entraîner à la même horaire. En tout cas, sur le fuseau horaire de là-bas. Donc ça, c'est un des paramètres. C'est pour ça aussi qu'ils font ce match-là sur place. Et puis il faudra s'adapter aussi à ce type de pelouse. Est-il que le ballon ouais, on dit mais c'est pas la pelouse, je crois pas que ce soit la pelouse. Justement, je voulais vous en parler, messieurs, sur les pelouses hybrides américaines. Rien à voir avec les pelouses européennes, ni même africaines. à la base, c'est des stades pour le football américain, donc c'est pas les mêmes courses, c'est pas les mêmes poids non plus des joueurs qui seront dessus. Donc oui. Les rebonds, donc, c'est un problème. Donc oui, c'est vraiment un match d'adaptation, mais pour tout. Pour s'acclimater à l'environnement, au terrain, aux nouvelles horaires. Donc non, c'est vraiment un match qui va être important. Et puis moi, je pars aussi du principe que c'est aussi un match pour nous, pour pouvoir affûter tout ce qui est aspect tactique, pour pouvoir mettre son 11, créer des automatismes, pour pouvoir rentrer de la meilleure des manières contre l'Argentine, parce que le premier match va être très important pour nous. Et puis Ralph, ce qui est bien, il y a tellement plus de pays européens, africains qui participent à ce mondial par rapport aux Nord-Américains et aux Sud-Américains que la FIFA a décidé d'un peu de sectoriser cette Coupe du Monde entre le centre, l'Est et l'Ouest. Et ce qui est bien dans cette Coupe du Monde, Jamel, c'est qu'aucune équipe ne quittera la ville au premier tour. Elle pourra jouer ces 3 matchs dans une ville pour ne pas un peu... Non, l'équipe d'Algérie part à San Francisco. Oui, nous on a 5000 km sur les 3 matchs. Après, on en parlait la dernière fois, avant le match des Pays-Bas, sur un peu les fuseaux horaires qui ne changent pas vraiment. Parce qu'il y a des fuseaux horaires à 7h, à 8h de différence. Ouais, il y a plusieurs fuseaux horaires. Mais pour les fuseaux horaires, d'accord, mais pour les villes, on change quand même. Mais je crois que nous, l'Algérie, on est l'équipe qui faisons le plus de kilomètres entre nos matchs. 5000 au total. Kansas City, San Francisco et retour sur Kansas City. 2 matchs à Kansas City. 2 matchs à Kansas City. C'est même pas le premier et le troisième. C'est même pas 2 matchs d'affilée. Hein? C'est même pas 2 matchs d'affilée. Non, c'est même pas le match d'affilée. Tu vas d'un côté, après, on part à San Francisco, après on revient sur Kansas City. C'est à prendre en compte, ça. Ouais, ça c'est un gros paramètre. Ça à prendre en compte. C'est aussi un facteur handicapant aussi, la distance. Au-delà de cet aspect, moi je pense que c'est les conditions climatiques qui vont poser problème. C'est les grosses chaleurs et le taux d'humidité très très important dans cette période. Ça devrait plus nous avantager qu'en Afrique, on a l'habitude. En Afrique, on a plus l'habitude que des équipes européennes.
Oui, peut-être, oui. Mais bon. On sera plus avantagé que l'Autriche. Oui, on sera plus avantagé que l'Autriche, c'est clair. Jamal, le plus important aussi, Karim, c'est les conditions météorologiques aux États-Unis. Rappelez-vous, lors de la Coupe du Monde des clubs l'année dernière, il y a des matchs qui ont été stoppés en raison des ouragans et des petites tempêtes qui s'annonçaient sur les villes là où se déroulaient ces matchs. Moi, je souhaite que l'Argentine ne soit pas un ouragan d'abord. C'est ça le plus important. Ensuite, les problèmes climatiques, on pourra les régler. On pourra les gérer. Sur ce coup, Jamal n'est pas si optimiste que ça. Non, ça va être un match très difficile, effectivement. Très difficile. Bon, mais tout est possible en football. Il ne faudrait pas seulement que notre victoire contre les Pays-Bas nous laisse penser que nous avons une très grande équipe qui pourra faire mal en Coupe du Monde. On a le potentiel voulu. Mais il y a des circonstances autres que celles qu'on puisse imaginer. Et aussi, surtout, c'est que pour l'Argentine, cette victoire-là contre les Pays-Bas, eux, ils sont alertés. Ils sont capables de gagner contre les Pays-Bas, faire attention. Bien sûr. Ils vont pas... Moi, j'espérais qu'ils nous sous-estiment. Mais là, après un match comme ça, en tout cas un résultat comme ça, ils vont se dire, attendez... Après aussi, Karim Nation aussi en la mesure à son expérience. Si on prend le cas de l'Argentine avec Messi qui jouera sa sixième Coupe du Monde. Mais par rapport à ça, il y a deux paramètres. C'est-à-dire que, il y a l'expérience qu'ils ont fait au Qatar face à l'Arabie Saoudite, où ils sont champions du monde. Le premier match, ils le perdent face à l'Arabie Saoudite. Donc, est-ce qu'ils ont sous-estimé l'Arabie Saoudite? Peut-être. Mais il y a aussi un autre facteur, et ça va jouer en notre faveur, c'est qu'ils vont se préparer pour les quarts de finale, demi-finale, finale. Eux, c'est ça leur objectif. Ils sont champions du monde. Donc, leur pic de forme, il va être entraîné pour être en forme à partir des quarts de finale. Donc, les premiers matchs de poule, ils vont pas avoir le jeu. Et pour peu qu'ils ne s'oublient pas pour se faire éliminer aussi. Hein. Qui, eux? Oui. Non, ils vont pas se faire éliminer. Ils auront toujours un joueur qui arrivera à faire la différence. Ils vont ramener au moins les 3 points, l'Argentine. Ce serait vraiment très surprenant s'ils ne se qualifient pas. Mais pas là avec le meilleur troisième. On a vu des équipes championnes du monde quitter le premier tour. Mais l'Allemagne, ça a été le meilleur exemple. Dans une autre configuration, le fait qu'il n'y avait pas le meilleur troisième. Donc je pense qu'ils calculent, comme a dit Karim, ils calculent peut-être même... Ils ne calculent même pas pour être troisième, ils calculent pour être dans les 2 premiers. Mais même s'ils rataient un peu leur entame, au pire des cas, ils ne pourront pas terminer dernier. En tout cas, ça, moi, j'y crois pas. Par contre, c'est vrai que c'est une grosse équipe, que nous, le fait que, comme a dit Jamel, qu'on ait gagné contre la Hollande, il ne faut pas qu'on ne soit pas sur nos gardes, il faut y aller avec d'humilité, mais aussi avec beaucoup d'envie et beaucoup de volonté. L'Argentine restera favori, même si on a gagné contre la Hollande, il reste favori. Et nous, notre meilleure position, là où on fait nos meilleurs matchs, justement, c'est quand on ne l'est pas. Donc, je pense que nous, on n'a rien à perdre et on est capable de faire un bon résultat. En tout cas, j'y crois. Ils ont choisi le Honduras, paraît-il, qui joue comme nous, comme l'Algérie. Ben oui, c'est Scaroni qui le dit. Il a dit que le Honduras joue comme l'Algérie. On appelle ça le complexe du Honduras. Le complexe du Honduras? Non, c'est pas le Guatemala, maintenant c'est le Honduras. Ah oui, s'ils jouent comme nous, je ne sais pas, j'espère que le Honduras ne va pas se faire balloter par un 5-0 ou un 6-0. On va voir ça avec attention. Dans quelques heures. Après, il y a des joueurs qui, 95% de l'effectif, pratiquement, découvrira pour la première fois une Coupe du Monde. Les derniers rescapés, peut-être, de la Coupe du Monde de 2014, il y a 3-4 éléments, je pense. Aïssa Mandi, Amban Taleb, Ariel Mahrez. Sinon, c'est un truc nouveau pour les autres. Mahrez, c'était à ses débuts, tout comme Mandi. Ouais. C'était leur début. Non, Riyad avait joué qu'une mi-temps. Il avait joué qu'une mi-temps. Contre la Belgique, et c'est tout. Ouais. Et Mandi n'a pas joué. Ouais, je crois que c'était Rafik avec Majid. C'est sûr que si on compare entre l'Algérie, où on a beaucoup de nouveaux joueurs qui n'ont même pas commencé, qui n'ont jamais fait une Coupe du Monde, et l'Argentine, où dans leur effectif, il y en a, je crois, 14 champions du monde. Donc on est à deux opposés. En termes d'expérience, oui. En termes d'expérience, on est aux deux opposés. Mais voilà. Et le fait qu'ils n'ont pas joué, donc ils vont entrer avec beaucoup d'envie, beaucoup de ferveur. Je crois qu'ils sont 17 champions du monde. Ouais. Beaucoup d'envie, beaucoup de ferveur et beaucoup d'envie de bien faire, en fait. Après, oui, c'est vrai que l'expérience, l'Argentine expérimentée, bien lotie, champion d'Afrique sortant, champion du monde sortant, elle ira bien sûr défendre son trône mondial, mais quand on voit la seconde période face aux Pays-Bas et la profondeur du banc algérien, franchement, c'est une excellente génération à venir.
En plus. Une génération de jeunes. Oui. Sur ce, il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo. On a des vrais pépites en Algérie qui sont là, même dans les catégories jeunes. Il y a des vrais footeux, des vrais talents. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne organisation. C'est ce que nous, on essaye de faire là autour de tous les débats qu'on a sur ce plateau, de savoir la bonne... il a tous les ingrédients, quelle est la bonne recette avec ces ingrédients. Et ça fait un moment qu'il cherche. On pensait qu'il avait commencé à trouver, mais après, il a fait des choses totalement à l'opposé. Par rapport, par exemple, ne serait-ce que entre l'Uruguay et les Pays-Bas, il avait changé. Et entre l'Uruguay et la Coupe d'Afrique, ça avait aussi changé. Donc, on manque de stabilité, ce qui est important pour avoir des résultats. C'est avoir une stabilité, avoir un 11, tout le temps avoir au moins un 11 qui soit le même plusieurs matchs d'affilée, que les repères, les automatismes, parce que c'est ça qui fait une bonne équipe. C'est avoir des automatismes, savoir, ok, j'ai le ballon, je sais que lui il part là-bas, je sais que lui il fait ça. Et ça, c'est les matchs qui permettent de ça. C'est pas des matchs d'entraînement, c'est pas des simulations à l'entraînement, c'est les matchs de compétition ensemble. Et c'est ça ce qui nous manque un petit peu. C'est pour ça que quand nous on est là, on essaie d'analyser pour dire, ok, on essaie d'analyser une certaine continuité ou de voir une continuité. Et le milieu de terrain, par exemple, on n'a jamais eu un milieu de terrain, les trois du milieu, parce qu'ils jouent avec trois. On n'a jamais joué avec le même milieu du terrain. On n'a jamais eu 3 fois le même. On n'a jamais eu 2 fois le même milieu de terrain. C'est pour ça qu'on a du mal à juger. En fait, la continuité permet de juger une progression. En fait. Ouais. Et le fait qu'on n'a pas de continuité, à chaque fois, comme c'est nouveau, on dit peut-être que le prochain match sera mieux, mais le prochain match est encore différent, donc on attend encore. Et c'est vrai que ça peut être compliqué, mais maintenant, voilà. Faire confiance et on arrive dans la compétition, il y aura des matchs importants, il va falloir être prêt à l'équipe nationale et j'espère qu'ils seront à la hauteur. Parce que là, le problème, c'est que j'ai comme l'impression qu'on ne capitalise pas les résultats obtenus au cours de certains matchs. Par exemple, contre l'Uruguay, on a vu quand même un système défensif très, très, très solide et on pensait que Petković allait construire son 11 type sur la base du système défensif. Oui, avec une défense à 3 ou à 4 par la suite. Mais on a vu totalement autre chose contre l'Argentine. Mais je pense que cette même défense à 3 nous servira beaucoup face à l'Argentine, Jamal. Oui, mais alors dans ces cas-là, c'est là où pour nous, il n'y a pas de... Ça a sacrifié non, mais de logique. C'est-à-dire que le match des Pays-Bas est censé préparer l'Argentine. Donc si on joue à 4-3-3 contre les Pays-Bas et après contre l'Argentine, on joue en 3-4-3 avec 3 défenseurs, on n'a pas préparé, en fait. Le match des Pays-Bas n'a pas servi à préparer. Donc, c'est ça. Donc, Karim, vous pensez que le match des Pays-Bas, c'est pour préparer l'Argentine et non c'est la logique. C'est la logique. C'est les répétitions. C'est ce qu'il a dit, en plus. C'est ce qu'il a dit. Il l'a dit et c'est censé être les répétitions. Donc, la logique du football et de ce qu'il a dit et confirmé dans ses déclarations, c'est contre l'Argentine, il joue en 4-3-3. 4 défenseurs, 3 milieux. Mais même là, s'il joue avec ça, qui sont les 3 milieux ? Là, on a aussi des points d'interrogation. C'est la question qui se pose. Donc, et même devant aussi, il y a plein de questions. Moussa qui est rentré, là, tout le monde dit qu'il faut qu'il joue. Ça fait un moment que tout le monde pense qu'il doit jouer. Est-ce que le coach pense pareil ? Mais s'il joue, qu'est-ce qui se passe avec Riyad Mahrez ? Il joue pas ? Est-ce qu'il le met autre part ? Est-ce qu'il change de dispositif ? Donc là, on arrive face à un match, le premier match de la compétition, où on ne saura pas. Là, on peut pas. Pour nous, c'est impossible de prévoir un 11 de départ. Et puis quand une combinaison ne marche pas, il faut changer, il faut avoir de l'audace et aller la changer. Quand on a vu la combinaison du milieu de terrain, Aouar, Bentaleb et Zéro OK. Et Zerloké, c'était... Voilà, mais il l'a fait. Le changement, il l'a fait. Il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, comme l'a dit Karim, je reviens, il faut de la continuité. À partir du moment où vous avez trouvé un système et que vous avez trouvé aussi les joueurs qui sont adéquats, il faut leur donner du temps, en fait. Il faut leur donner des matchs. Qui est de la redondance. Exactement. C'est à partir de là que vous allez juger une progression. Est-ce qu'il y a des acquis ou pas ? Et à partir de là, vous allez faire quelques réglages. Vous réajustez s'il y en a un ou deux que ça ne va pas. Mais là, comme il y a des changements permanents, on est toujours dans l'incertitude. Hier, je disais, en fait, le mot le plus utilisé depuis qu'on est sur ce plateau, c'est certitude et incertitude. Donc, c'est ce qui fait, parce que, comme tu l'as dit, on a un vivier, il y a des super joueurs, il y a un potentiel. Et nous ce qu'on veut, c'est qu'ils s'expriment et qu'ils nous fassent vivre des émotions. Qu'ils nous fassent vivre des émotions. Puis après, arrivera ce qui arrivera. Mais il y a un potentiel. On a des joueurs, on peut avoir une belle équipe, et j'espère qu'elle le sera lors de ce mondial. Si on se donne la peine de jouer, même si on perd, c'est qu'on se donne la peine de jouer et on montre ce dont on est capable. Chose qu'on n'a pas fait contre le Nigeria, par exemple, en Coupe d'Afrique.
On n'a rien montré, parce qu'on n'a pas joué, tout simplement. On a commencé à jouer pratiquement à la fin du temps réglementaire, à 15 minutes, je crois. Quand c'était plié. Mais sinon, avant, on n'avait pas joué, on était complètement débordés par les assauts. Et le pressing, si les Argentins font le pressing comme l'ont fait les Uruguayens, ça va être aussi un gros problème pour nous. Karim ? Je disais que par rapport à la question initiale, savoir par rapport à notre jeunesse, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, dans la sélection nationale, sur les 26 joueurs, il y en a 7 qui viennent des A'. Oui. Donc c'est des joueurs qui ont été sélectionnés par Majid Bouguera, qu'on salue au passage. Mais voilà, on a de la jeunesse qui était il y a quelques années là dans les catégories plus jeunes en équipe nationale. Et on a encore un vivier qui arrive avec des gros joueurs à fort potentiel. Donc il y a ce qu'on attendait depuis un moment, ce transfert de génération, cette transition qui va arriver après la Coupe du Monde, parce que Riyad Mahrez l'a annoncé qu'il arrêtait, dans tous les cas après la Coupe du Monde. Aïssa Mandi, je pense que il y en a quelques-uns qui vont arriver, et du coup il y a une nouvelle génération qui va arriver là. Qui va s'installer. Et personnellement, j'espère que Petkovic osera lors de ce mondial, parce qu'il n'a rien à perdre, Khaled. Après, quand tu dis oser, quand tu dis oser, c'est quand même des joueurs, même s'ils sont jeunes, qui jouent dans haut niveau. Je veux dire, c'est des joueurs qui prouvent, je pense notamment à Maza, il joue la Ligue des Champions, c'est l'un des joueurs phares de son équipe. Chaibi aussi. Fares Chaibi pareil, donc... Oser, généralement, quand tu dis oser, c'est quelqu'un qui vient d'arriver sur le monde professionnel, ou quelques matchs, ou quelques sélections. J'ai pas envie de dire que c'est des joueurs confirmés, mais c'est des joueurs de valeur et qui l'ont prouvé. Donc, il faut juste qu'ils mettent les joueurs. En fait, il ne faut pas se soucier de l'âge. Il faut qu'ils mettent les joueurs en fonction de la forme du moment. Et on l'a vu lors de la deuxième mi-temps contre les Pays-Bas. Je le répète, il y a des joueurs qui ont marqué des points. Donc, après, énormément de gros points en plus. Oui, ils ont marqué des points, mais en plus, ça ne nous surprend pas. Moi, personnellement, ça me surprend pas de voir un Haj Moussa au niveau qu'on l'a vu contre la Hollande, ou un Maza, ou même un Fares Chaibi. C'est pas des nouveaux joueurs. Donc, oser. Non, il faut juste mettre en place, c'est tout. Non, quand je dis oser, j'espère qu'il les laissera s'exprimer, parce que ce mondial est très très important pour cette future génération. Ouais, il y a des joueurs qui partiront en retraite, mais resteront justement les Chaibi, les Maza, les Hadj Moussa. Avec le départ des anciens, des cadres. L'équipe, les 4 ou même, je dirais même peut-être un peu plus par la suite, une année après, on aura une équipe dans la moyenne d'âge ne dépassera pas les 23-24 ans. Ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Surtout qu'on arrive, il y a, comme l'a dit Karim, il y a une génération de joueurs qui arrive. Bon, quand je pense au petit Abed du Paradou, une valeur montante, c'est des joueurs qui ont 17 ans et qui vont monter rapidement en équipe senior. Sur 2 ans, ils peuvent être en équipe senior. Parce que c'est quoi être jeune ici en Algérie? Parce que moi, souvent, je me posais la question. On considère quoi jusqu'à quel âge un joueur il est jeune? Ou à partir de quel âge il est plus jeune? Autrefois, il fut un temps où on avait des joueurs qui avaient 17 ans et demi qui ont joué en équipe nationale. Je peux te citer 2. Un, c'est Hadfi, et il y avait Betaroni aussi qui a joué en équipe nationale à l'âge de 18 ans. Maintenant, qui pourra oser mettre un joueur de 18 ans en équipe nationale? Ça c'était avant, mais actuellement, en 2026, il faudrait se mettre au diapason du football mondial. C'est pas une question de diapason, c'est que si tu as une valeur sûre, il faut la placer, il faut la mettre. Il y a quelques années encore, il y avait des joueurs de 17 ans qui jouaient en équipe. Ils ont disputé même une Coupe du Monde. Moi, je peux vous dire. Liamal, pardon, Karim. Liamal en il a commencé à 16 ans, 17 ans. Mais en équipe nationale. Ouais, aussi, il avait été jeune. Mais parce que, par exemple, moi, je peux le dire, dans la cellule de recrutement, à Leverkusen, les joueurs qui nous intéressaient, ils devaient avoir 19 ans et ils devaient avoir déjà une vingtaine ou trentaine de matchs en Ligue 1. Carrément. Ouais. Donc sinon, en dessous, et là, ok, c'était des joueurs intéressants. Mais 19 ans, pas de match en Ligue 1, non, c'était pas... Donc des joueurs qui ont 22 ans, c'est plus jeune. Dans le football, en tout cas dans les top clubs en Europe, c'est plus... ça y est, c'est bon. C'est commence à devenir des joueurs confirmés. Ils ont fait déjà 3 ans, 4 ans en Ligue 1. C'est des pros, quoi. Footballistiquement, ils sont censés être mûrs à cet âge. Exactement. Et ici en Algérie, on a encore pour moi un peu de ce que c'est 18 ans, il est jeune, il est 17 ans, c'est trop jeune.
À 18 ans, on est encore trop jeune ici, non? Pour jouer, même en Ligue 1, Ah il y a oui, beaucoup de joueurs en Ligue même 1. en championnat, Oui. même dans le championnat. Et Ouais, pour- mais après, messieurs, si on le responsabilise à 17 ans, d'où l'importance de la formation. Oui, mais à 15 ans, il doit jouer avec les 19 ans. À 16 ans, il doit jouer déjà. C'est ça, En fait, il faut les surclasser. Les meilleurs, il faut toujours les surclasser pour les mettre tout de suite dans l'adversité. Et c'est ce qui. Je sais pas, en tout cas, je crois pas que c'est ce qui est fait. Mais à 16 ans, 17 ans, il y en a déjà qui doivent commencer à faire leurs premières minutes. Les talents, ils sont pas prêts. Ils sont pas forcément prêts. Mais il faut leur donner du temps de jeu, les laisser avec l'équipe une un tout petit peu. Exactement, j'allais te dire, même s'ils leur donnent pas du temps de jeu, qu'au moins qu'ils Ils s'entraînent s'entraînent avec l'équipe l'équipe une. Moi, j'ai une petite anecdote en fait. Moi, À quand je suis 14 ans et arrivé- demi, 14 ans, 15 ans, je me suis entraîné avec les pros. Non, mais moi, c'est récemment, ma première mission, en fait, quand j'ai passé mon diplôme en 2018, j'entraînais les U17 au FC Lyon. J'avais Fares Chaibi dans mon équipe. Et on joue contre l'Olympique Lyonnais. Et dans cette génération, dans l'Olympique Lyonnais, il y avait Ryan Cherki. Ryan Cherki ne jouait pas avec les U17. Il était déjà avec les pros et il était descendu exceptionnellement contre nous, parce qu'on avait fait un bon début de championnat. Bon, entre parenthèses, il nous avait maltraités. mais pour vous dire qu'il n'était plus là, il n'était plus en U17 depuis 3-4 ans. C'est-à-dire qu'à 15 ans, il était déjà avec la réserve, Oui. et c'était un problème de règlement qui ne le permettait pas, parce qu'il était trop jeune, de s'entraîner avec les pros. Donc à 16 ans, il a intégré la cellule, le pro. Et de temps en temps, il descendait jouer avec sa génération. Mais c'est pour vous dire, c'est pour rejoindre ce qu'a dit Karim. C'est vraiment, les talents, il faut les surclasser. Il ne faut pas les laisser dans la génération, parce que le fait qu'ils soient au-dessus dans leur propre génération, ils perdent du temps. Et en même temps, perdre du temps, c'est régresser. C'est stagné. C'est stagner ou régresser. Surtout les jeunes joueurs précoces. Mais bien C'est sûr. vrai, c'est un gâchis. C'est un vrai gâchis. Mais tu les vois tout de suite, tu les identifies tout de suite. Bien sûr qu'un entraîneur, surtout jeune, il a envie de gagner, il veut l'avoir avec lui. Mais toi, tu n'es pas là pour gagner, tu es là pour développer le joueur. Donc tu l'envoies directement plus haut. Et si même plus haut, il est encore au-dessus, tu l'envoies encore plus haut. Tu n'as pas de temps à perdre. Toi, Non, pardon, on a vu, j'ai cité le nom de Abed, le jeune joueur de l'Algérie qui a joué en U17. Quand on le voit seulement, c'est un joueur qui mérite de jouer en senior déjà. Oui, il aurait pu. La facilité avec laquelle il joue, sa vista, je sais pas, ses qualités techniques le propulsent déjà en équipe senior. Est-ce qu'il faudra attendre trop longtemps pour lui donner sa chance à ce joueur? Mais par contre, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner, Il bien ne sûr. faut pas juste lui dire allez, vas-y, va t'entraîner. Et puis, Oui, parce qu'il faut mettre un vrai process en place. Parce qu'il y a beaucoup de déperditions en cours de route. Oui. Bon, après, il ne faut pas juste l'accompagner. Parce que faut sinon, après, on peut le cramer si c'est mal fait. Il faut aussi oser. Hein. Oui. Oui, mais il faut oser parce qu'il faut savoir identifier les paramètres en disant ok, lui, il est prêt pour passer ce cap-là ou pas. Il ne faut pas brûler les étapes pour n'importe qui non plus. C'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est un métier, hein, je veux dire. Directeur sportif, gérer des cellules de jeunes, c'est un métier. Il y a des formations, il y a de l'expertise et de l'expérience. Bien sûr. Donc, Trouver le juste milieu en fait entre oser et pas le cramer. Et comme a dit Karim, en fait, créer des process pour pouvoir l'accompagner et l'amener au plus haut niveau. Nous, quand vous êtes dans la formation, le résultat, c'est combien de joueurs vous avez accompagnés pour qu'ils arrivent au haut niveau et combien de joueurs ont vécu de leur métier du footballeur. C'est ça en fait votre résultat. Après, quand vous êtes dans le haut niveau, vous êtes dans l'optimisation du résultat. Mais quand vous êtes dans la cellule des jeunes, c'est le développement. Donc bien sûr qu'il y a des process. En fait, c'est un tout. L'entraîneur ne suffit pas. Il y a même l'accompagnement des parents aussi. Ouais. Donc, Après, j'aime pas rentrer dans ce genre de débat. non, mais on a débordé, mais c'est juste pour vous dire, quand tu me dis oser, t'es par rapport à Non, l'équipe nationale. pas de ce que vous dites, Khaled. Ouais. Par rapport à ce que j'ai envie de dire, ce genre de débat, c'est un débat un peu stérile parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Il faut aussi une certaine volonté des responsables du football national. C'est pour cela que tout à l'heure je disais à Karim, il faut oser quand on sait que c'est un bon joueur à l'âge de 17 ans, il faut aller mettre en senior. Pourquoi aller chercher quelqu'un de 30 ans, de 32 ans? Juste la parenthèse, Maza à Berlin, il a commencé à 17 ans. Ouais. C'est Hertha Berlin. Ses premiers matchs, il a fait à 17 ans. Après, il a fait une saison, il a fait 9 matchs, je crois. Et après, on l'a récupéré à Leverkusen. Mais on l'avait déjà identifié même avec les jeunes de Hertha Berlin, où il était là. Et lui, donc, il joue à 17 ans. Donc, à quel âge il commence à s'entraîner avec? Il suffit juste de faire rétroactivement. Donc là, on voit comment ça se passe en Allemagne ou en Europe. Et puis, Et donc, ça fait 3 ans qu'il est pro. Donc là, on dit, ici, oui, c'est un jeune, il arrive. Ça fait 3 ans qu'il est pro, ça fait 2 ans qu'il fait à Leverkusen, dans un club de Ligue des Champions. surnommé Jamel par les Allemands, Maradona. Il trouve une petite ressemblance à Maradona. Une petite ressemblance. Ouais. Ça, Karim. Maradona, c'est Ça, c'est Karim qui va nous en parler. Maradona, c'est le A11. Il a des choses à dire, Karim.
Non, mais après, oui, ça c'était un autre sujet où il y avait une image, je ne sais pas si on l'a ici ou pas, une image qui circulait du Bayer Leverkusen qui avait mis cette image-là de Mazza avec en comparaison de la moitié du visage de Maradona et de la sienne. Après, ça c'est encore un autre volet, football business, où c'est la partie commerciale du club qui met en valeur son produit. Parce que voilà, ils espèrent aussi là, qu'ils fassent une grande Coupe du Monde et qu'après ils puissent le revendre parce que c'est un des joueurs potentiellement revendables sur lequel ils peuvent faire une grosse plus-value. Donc ils mettent en valeur leurs joueurs. Donc ils font beaucoup de communication sur les réseaux. C'est le club qui font de la communication en disant tout le temps c'est un phénomène, c'est un phénomène, c'est un phénomène. Ils le valorisent. Voilà, ils le valorisent. C'est le club professionnel. C'est le club professionnel qui a toute une stratégie de communication autour de son joueur. Il y a deux mots très importants, professionnel et stratégie. C'est deux mots très importants. Et par exemple, nous, c'est un joueur à nous, on a un intérêt à ce qu'il aille au Real de Madrid. J'aime bien l'optimisme de Karim, c'est un joueur à nous. Oui, mais c'est un joueur algérien. Non, mais c'est un joueur algérien. On a un intérêt à ce qu'il demain il aille au Real de Madrid ou qu'il aille à Barcelone. On sera les premiers fiers ici. Donc nous aussi, on doit valoriser. Et là aussi, on devrait... Et puis vous êtes pour quelque chose. Bon, ça c'est un autre sujet encore. Voilà. Arrêtez de faire votre modeste, monsieur Matoumour. Non, mais c'est pas parce que moi je fais partie des premiers à l'avoir découvert c'est juste de dire, en fait, moi je prends cet exemple-là pour dire qu'il faut que même ici, nationalement, la presse le valorise. Parce que si toute la presse, par exemple, dit ouais, c'est un phénomène, c'est un phénomène, c'est un phénomène, tous les clubs ils vont entendre parler, mais c'est qui ce phénomène dont tout le monde parle? Donc ça fait monter la cote. Et en fait, on avait eu un déficit, je me souviens, moi, dans ma carrière à l'époque, où justement, on ne mettait pas en valeur les joueurs algériens. Et on avait du mal à passer certains paliers parce que la cote des joueurs algériens, elle n'était pas la même que dans d'autres pays. Un Brésilien, il fait 2 matchs au Brésil, c'est un phénomène, il y a des articles de partout, toute l'Europe veut s'arracher. Alors qu'un joueur algérien qui a autant de qualité, voire plus, il n'y a pas encore cette culture et ce côté foot business où en disant on va essayer de valoriser un peu nos joueurs. Mettre mon Rino, ce serait mieux qu'à mettre mon Plus cher. Et oui, c'est ça. Messieurs nos experts, je vous écouterai toute la soirée sans me lasser. Merci beaucoup pour cette heure très enrichissante. C'est la fin de cette émission. Déjà Ça passe Déjà, oui. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir prêté. On vous donne rendez-vous demain. Même heure et surtout, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Excellente fin de soirée à vous avec le reste des programmes d'Alpha Trade. Bonne nuit. مع جيزي. عيش الحماس والإثارة بلا حساب. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة.